Bonjour, bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. Après le Paris-Roubaix le week-end dernier, les amateurs de cyclisme vont encore se régaler le week-end prochain avec le Tour du Finistère samedi entre Landré-Varzec et Quimper en passant par le Roc-Trédudon, mais surtout avec le Trobro-Léon dimanche à Lannilis. C'est la 32e édition de cette épreuve, réputée pour ses ribinous, ces chemins empierrés. Jean-Paul Melouette, l'organisateur, est avec nous sur ce plateau et il nous dit tout dans un instant sur ce Trobro-Léon. Mais avant, le point sur l'actualité de ce lundi 13 avril dans le Finistère. Le parc naturel régional d'Armorique proposait une 60aine d'animations le week-end dernier pour découvrir les secrets du parc. Sous un soleil magnifique, sur mer ou sur terre, les visiteurs ont pu apprécier les richesses patrimoniales du département. Marina Dété a suivi un groupe de passionnés de véhicules anciens partis du Ménésome pour profiter des superbes paysages. Tout commence en haut du Ménésome. Un groupe de passionnés de voitures anciennes se réunit. Ils profitent des premiers rayons du soleil de printemps pour arpenter le parc d'Armorique et partager ses secrets. À bord de chaque véhicule existe une histoire, celle de ces anciennes voitures, mais aussi celle de leurs propriétaires. Le Triumph TR4 IRS de 1966. Il y a 20 ans, c'était mon rêve et j'ai attendu 60 pour réaliser mon rêve, donc il faut être patient. Et un jour, les rêves se réalisent toujours. Les sensations, on apprécie la route, on n'est pas obligé de rouler vite. À 110, 120, vous avez l'impression de rouler à des vitesses folles. Le cortège quitte la montagne, passe par les terres et bientôt arrive sur les bords de l'Aulne à Châteaulin. Ce défilé de voitures anciennes permet de traverser les époques lorsque l'on tendait le bras pour indiquer la direction et lorsque les ceintures de sécurité n'existaient pas. Ici, c'est l'histoire de cette belle centenaire jaune qui touche les passionnés et les passants. Cette voiture de la marque Motobloc date de 1912. Donc la mise en route de cette voiture et de toutes les voitures de cette époque-là, c'était un petit cérémonial. Il fallait pas travailler dans l'urgence, il fallait prendre son temps. D'abord ne pas oublier d'ouvrir l'essence à condition qu'il y en ait. De mettre la fameuse manette d'avance sur la position plein retard, voilà la technique, et ensuite de mettre la magnéto sur la position marche. Alors ça ne va pas vouloir dire que le moteur va démarrer tout de suite, mais ça veut dire qu'on peut démarrer. Faire vivre ces bolides anciens au fil des paysages variés du parc d'Armorique, telle était la volonté de cette 4e édition de l'événement Partageons les secrets du parc. Lors de ce week-end, il était également possible de naviguer en rade de Brest ou sur l'Aulne maritime, un plaisir qui se prolonge aujourd'hui avec un ouvrage que nous fait découvrir Frédéric Lorenzo. Embarquement immédiat pour quelques spécialistes de Brest et de son littoral ce lundi. Une croisière entre la rade et l'Aulne maritime, ce territoire où la mer rencontre la terre, détaillé dans cet ouvrage collectif, un ouvrage initié par le parc régional d'Armorique et Océanopolis. L'idée, c'était de pouvoir promouvoir la rade de Brest sur ses aspects milieu naturel, paysages, mais aussi sur son histoire, sur ses activités, notamment les activités nautiques. Pour explorer la rade, le livre aborde le territoire en 9 chapitres, notamment la géographie. Les vraies voies d'échange, de commerce, de déplacement, j'allais dire des animaux, des hommes, des marchandises, c'était la rade. Parce que sur le pourtour, les routes étaient difficiles, mal pavées, et nous, les géographes, on a compté qu'il y avait 150 petits sites portuaires autour de la rade. Zone d'enjeu militaire, l'histoire est omniprésente dans la rade. On voit à l'instant le rocher qui passe sous l'arche. On distingue un moine avec sa capuche qui est devant son lutrin. C'est pour ça qu'on appelle cette pointe-là la pointe des Capucins. Et on arrive en rade de Brest où on a donc toutes les fortifications qui datent pour la plupart de l'époque de Vauban. Donc c'est une des batteries de Vauban. Il faut savoir que Vauban, c'est Brest la ville qu'il a le plus fortifiée de toute sa carrière. Ça, on ne le sait pas souvent. Il a laissé quasiment 250 canons pour protéger Brest. La sortie de ce sous-marin de dissuasion nucléaire rappelle que la rade est aussi une zone militaire. Ce lundi, l'entrée dans l'Aulne est donc interdite. L'exploration se poursuit au fil des pages du livre avec cette anecdote. Le milieu du Pont du Fou et 4 adolescents assis sur le parapet et
un an après, trouver en kiosque cette carte postale où on est sur le pont, tous les quatre garçons, et avec ce souvenir de dire tiens, ça y est, on a été photographiés, on s'en rendait pas compte. Autre carte postale, celle de la recouvrance quittant Brest pour rejoindre l'Hermione à Rochefort. La rade et l'Aulne maritime s'offrent alors à la navigation et pour en apprécier toute la richesse, cet ouvrage collectif est à embarquer. Les skateurs du Grand Ouest avaient rendez-vous le week-end dernier à Plougastel pour le championnat de Bretagne de skateboard. Parmi les temps forts, l'épreuve de Boyle. Marina Dété nous dévoile cette discipline. Les meilleurs skateurs du Grand Ouest se sont réunis tout le week-end à Plougastel d'Aoulas pour l'Open National Skateboard. Ils viennent des environs, de Nantes, d'Angers, de Royan ou encore de Rennes. 70 inscrits, toutes disciplines confondues, pour cette compétition qui existe depuis 2005. Cette année, grande nouveauté, l'épreuve du bowl. Le bowl, c'est cette étrange piscine vide dans laquelle les skateurs font le plein de sensations. C'est comme une session avec des copains en fait. Chacun doit respecter son ordre de passage, pas trop se gruger comme on peut dire, mais bon, c'est super sympa. C'est l'impression d'être sur un surf un peu, la liberté, c'est fluide, on est bien dessus. Par rapport au street, c'est plus technique. Derrière leurs apparences cool et décontractées, les riders travaillent bel et bien leur style pour se démarquer dans cette compétition. Alors en compétition, donc, les riders présentent un run, c'est-à-dire un passage d'1 minute à peu près sur le skatepark ou sur le bol. Et là-dessus, ils sont notés suivant la technicité de leur figure. L'utilisation des structures, parce qu'on a des choses différentes, des parties inclinées, courbées, des rambardes, des murets, voilà. Donc sur l'utilisation du skatepark en général. Et il y a des notes générales aussi d'appréciation de style qui peuvent rentrer en compte dans la note finale. Reste donc à rouler, rider ou grinder, c'est-à-dire poser l'axe entre les deux roues sur la partie métallique. Tout cela en rythme grâce au DJ. Le spectacle Sous le soleil aura attiré un bon millier de personnes tout au long du week-end. Les fans de vélo ne vont pas manquer dimanche le 32e Trobro-Léon, le Paris-Roubaix breton comme le surnomme. Jean-Paul Melouette, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'organisateur de cette course mythique dans le pays du Léon. Combien de coureurs sont attendus dimanche? Là, dimanche, on attend une moyenne de 128 coureurs au niveau pro, c'est-à-dire en élite, internationale et français. Il y aura 9 équipes françaises et 7 équipes étrangères. On attend aussi... Ce sont des équipes de 8 coureurs. Équipes de 8 coureurs, hein. Bon, il y en a qui sont un peu moins, on ne sait pas trop. Les Basques, ça dépend, ils viennent d'assez loin, ça dépend de l'effectif qu'ils ont réellement. Parfois, il manque un ou deux chez eux, mais la moyenne est de 8 coureurs. Derrière, le maximum qu'ils peuvent avoir, c'est 8 coureurs par équipe, 5 minimum. Et des équipes internationales? Internationales, il y a des Basques, il y a des Italiens, il y a des Belges, des Hollandais, des Américains. Voilà, c'est pas mal. Et il y a plusieurs courses dans la journée? La journée, le Trobro part à 11h35 de l'Anilis. À midi, il y a le trophée maillot cadet. Et pour l'instant, il y en a déjà 140 engagés. Ensuite, il y a la tricobat classique qui se fait à 14h. Et le Trobro arrive vers les 16h sur l'Anilis. Alors, la particularité de ce Trobro-Léon, ce sont les ribines, ou ribinou même, comme on dit en breton, ces chemins empierrés. Cette année, près de 32 km sont prévus sur les 204 km du circuit, avec 2 chemins inédits sur les communes de Landerneau et Trémaouézan. Comment les trouvez-vous, ces ribinous? On les trouve, en passant, je les trouve, ou c'est des gens du secteur qui me disent « il y a un ribine près de chez moi, viens voir ». Donc on passe voir, on voit s'il est praticable en hiver, parce qu'on roule toujours dessus en voiture durant l'hiver quand il fait mauvais. Comme ça on sait on teste bien le terrain, que ça va bien passer. Et voilà, on en trouve, il y a plein encore, on me dit « viens pas près de chez moi, il y a ce qu'il faut ». C'est une particularité qui attire vraiment les coureurs, ces ribines? Ça attire, oui. Actuellement, c'est un peu reconnu dans le milieu cycliste. D'ailleurs, les coureurs appellent ça un ribine, ou des ribinous même. Ils font même de l'imitation. Ensuite, ça change des courses qu'il y a ailleurs. Il y a Paris-Roubaix qui a des secteurs pavés. Et nous, ici, il n'y a pas de pavés, donc on a mis des ribines à la place.
Alors le départ se fera ce dimanche de Plouguin pour une arrivée à l'Anilis. Qui sont les favoris? Les favoris, pour l'instant, il y a 4 anciens vainqueurs au départ. Il y a l'ancien vainqueur l'année dernière, c'est-à-dire Adrien Petit. Il y a Samuel Dumoulin qui a gagné 2 fois. Il y a Vincent Jérôme qui a gagné il y a 2 ou 3 ans et Mouret qui a gagné il y a 2 ans. Voilà, donc prétendants. Mouret, ancien champion de France de cyclocross, dans ces chemins-là, il passerait bien. Alors pour cette 32e édition du Trobreau-Léon, vous avez un parrain de choix, Stéphane Roche, auteur du triplé Tour de France, Tour d'Italie, championnat du monde en 87. Est-ce qu'il a déjà participé au Trobreau-Léon? Non, parce que je crois qu'à son époque, le Trobreau était encore plus ou moins amateur, donc il n'était pas en mesure de le faire, mais son fils a fait 2 fois, c'est Nicolas Roche. Et du coup, que vient-il faire à l'Anilis dimanche, Stéphane Roche? Dimanche, il fera le parrain d'épreuve, mais le samedi, je crois qu'il va faire la vintage, donc on fait une cyclo donc, de 45 km, en habillant un ancien maillot si possible pour les participants, et une autre de 113 km qui est un peu le Trobreau-Léon en plus court. C'est ce que vous appelez le Trobreau cyclo. À qui s'annoncent ces courses? C'est ouvert à tout le monde, hein, vous pouvez le faire si vous voulez. Non, je suis pas sûre. Mais alors le Trobreau, c'est bien évidemment une course cycliste, mais c'est aussi l'occasion pour le public de découvrir les paysages du Léon. Si vous aviez un petit conseil, quels sont les endroits privilégiés sur le parcours pour apprécier tout autant la course que le panorama? Alors on bouge un tout petit peu, donc cette année on passe le long de l'Empole-Plouarzel, qui est magnifique, tout le long du bord de mer. Ensuite il y a les éoliennes à Plouarzel, il y a la côte de Cragris qui est sympa également à Landerneau. Il y a également Ménéam, hein, c'est un coin mythique pour les voir passer. Ensuite on arrive dans tous les ribinous de fin de Carvaro jusqu'à la fin. Il y a le château de Carroir qui est magnifique, où on peut les voir 2 fois si on veut. Voilà. Eh ben, en espérant que le temps soit de la partie justement pour apprécier tous ces beaux points de vue. Merci Jean-Paul Melouette d'être venu nous présenter donc ce 32e Trobreau-Léon qui se déroule, je le rappelle, ce dimanche 19 avril à l'Anilis. C'est la fin de cet instant T. On se retrouve demain. Bonne soirée sur TBO. Ciao.